They say I'm different. They can go the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. With the fall, we the best now, we the go. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Comment on se retrouve les GOATs? J'espère que vous allez bien en compagnie de Pugila. Comment ça va? Comme toujours, un plaisir. Merci pour l'invitation. Et vous, ça va bien? Ça va, Karl? Comment tu vas? Moi, parfait. J'espère que vous allez bien. Pugy, petit bobo, c'est comment? Tu t'es blessé? Ouais, il m'a dit, le médecin, il m'a raconté, je sais plus trop ce qu'il m'a raconté, mais il m'a dit colonne du pouce. Aïe, aïe, aïe. Donc, il faut que je Des laisse au choses qui repos. arrivent. Des choses qui arrivent. Bah, moi, perso, voilà, je vais bien. J'espère que toi, tu vas bien, Sigma, de ton côté. Ça va? Pardonnez les cheveux mouillés, les t-shirts mouillés. J'avoue, je suis le mauvais de la classe. Je viens de sortir de la douche. J'étais en retard. Voilà, donc excusez-moi si c'est mouillé de partout. Navré. Mais on va commencer parce qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de douche, mais on est là pour parler de l'UFC 288 qui va se dérouler au Prudential Center de Newark, dans le New Jersey, aux États-Unis. La salle aussi où il y a Shakur Stevenson qui aime bien organiser ses combats là-bas. Et là, ça va être intéressant parce que ça va opposer le champion Aljamain Sterling des Bantamweight face à Henry Cejudo, Triple C, la légende probablement, future potentielle légende de l'UFC. Et bah, du coup, on va parler de cette carte-là. On va parler un peu principalement des deux derniers combats, comme on a l'habitude de le faire. Il y a pas mal de choses à dire. J'ai quelque chose qui est assez intéressant d'entrer dans le vif du sujet. C'est vraiment deux combats qui sont orientés, j'ai l'impression, sol, les gars. Vous n'avez pas cette impression-là aussi? Vas-y, Karl. Bah, écoute, oui, oui, on a des spécialistes du sol, que ça soit de la lutte ou du grappling. On a des très beaux match-ups, ça va être des match-ups techniques. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de hype, hein, on l'a vu avec les chiffres, notamment du countdown et autres. C'est vrai on a été habitué, voilà, à des très, très, très gros pay-per-view depuis ce début d'année. Ouais. Bon, là, c'est un gros pay-per-view, surtout pour les gens qui suivent vraiment de près le MMA, mais c'est vrai, un peu en dessous quand même des gros bangers auxquels on a pu assister dernièrement. Ouais, après, pour revenir sur le combat de sol, on voit un Belal Mohamed qui est en ce moment, il finit les combats pas forcément au sol, tu vois, donc ça peut se taper debout aussi. On a généralement, tu vois, ce qui arrive quand il y a deux lutteurs en face, on a pu le voir avec Kamaru Usman, Colby Covington, Mhm. ça va pas au sol, ça strike. On va voir ce qui va se passer, mais bien comme tu l'as évoqué, la carte, elle a pas forcément beaucoup de hype. Ça va être de très très beaux combats avec le retour de Triple C, donc j'ai hâte de voir ça. Ça va être excellent. Bah écoutez, là, moi, pour le main event, j'ai pas mal de stats à vous passer parce que big up au stagiaire Andy, notre stagiaire chez The Goat, qui est pratiquant de grappling, qui a participé au championnat Nogi de France le week-end dernier, mais s'il est parvenu avec la victoire, on aime la compétition et on aime ceux qui sont dans le game. Et du coup, bah, il nous a concocté pas mal de stats que je vais vous fournir et une belle analyse. Mais pour le co-main event, Belal Mohamed Gilbert Burns, je vais principalement écouter ce que vous avez à dire là-dessus, sachant que ça oppose le quatrième de la catégorie, Belal Mohamed, au cinquième Gilbert Burns. Et je pense que le gagnant de ce combat-là peut se retrouver avec le prochain title shot. Qui veut commencer sur une certaine analyse de le combat? Bah, déjà, rapidement, on peut commencer à rentrer dans l'analyse de ce combat par le fait que voilà, Gilbert Burns, il a combattu quand même très récemment face à Masvidal. Il a gagné, il a dominé dans le combat, voilà, sans trop de surprise. Peu de gens voyaient Masvidal gagner ce combat. Et du coup, je pense que voilà, il n'avait pas de blessure, il était partant pour aller prendre un autre combat direct après. C'est ce qu'il a fait. C'est un très très gros combat, comme tu dis. Le gagnant va vraiment avoir son title shot face sûrement au vainqueur entre Leon Edwards et je sais pas qui vont lui mettre en face. Est-ce que ça sera Colby? Est-ce qu'ils vont pouvoir trouver un accord? Est-ce que ça sera quelqu'un d'autre? Mais en tout cas, je pense que ouais, le vainqueur de ce combat, il prendra directement le champion. Et c'est un combat très intéressant parce on a un Bilal Mohamed très, très, très solide en corps à corps, en lutte. Aussi, tu vois, il avait montré une très, très grosse performance quand il avait fait son training camp avec la team Khabib. On a pu voir un mec vraiment, tu sais, Une grosse au full de progression. ses capacités. Ouais, très grosse progression, beaucoup d'améliorations sur plein d'aspects. Et en face, bah, il a Gilbert Burns qu'on ne présente plus. Euh, Gilbert Burns, pour moi, c'est vraiment avec Kamaru et Léon, c'est le top 3 pour moi de cette KT. Euh, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est compliqué de voir quelqu'un qui a le style, tu vois, pour faire peur à Gilbert Burns. Même Khamzat,
qui est un monstre hein, à 75-77 kilos. C'est un monstre, Hamzat. Il a eu énormément de mal. Il a failli se faire KO. Donc, moi, j'ai peur pour Bilal. J'ai peur pour Bilal parce que si son game plan, c'est comme d'habitude, ça va être compliqué d'effectuer ça face à Burns. Et en fait, c'est une question de match-up. Et c'est un match-up vraiment relou, Gilbert Burns. Faut vraiment l'éteindre ou sinon c'est très compliqué. C'est très très compliqué face à lui. T'en penses quoi, PJ? Bah, même au-delà du. Parce que Karl, il est bien rentré dans l'analyse technique. Même au-delà de ça, moi, je vais évoquer l'attitude de Gilbert Burns, qui montre une très belle attitude de gars qui veut combattre, qui veut combattre. Là, il enchaîne deux combats coup sur coup. Il n'a pas forcément pris beaucoup de dégâts face à Masvidal. Donc ça va, tu vois, il peut enchaîner. Et un Belal Mohamed qui, lui, il a déclaré il a hâte de combattre Gilbert Burns parce qu'il lui a pris, entre guillemets, tout ce qu'il désirait. À la fois le combat contre Hamzat, à la fois le title shot. Et Belal Mohamed, il se retrouve un petit peu dans la situation que a pu être un Leon Edwards, par exemple, avant d'être hype. C'est un gars qui performe, même si c'est dans une moindre mesure que Leon Edwards. C'est un gars qui performe, mais c'est un gars qui a aucune hype. Franchement, Belal Mohamed, il n'a pas de hype du tout. Enfin, moi, Ouais. je la vois pas. C'est pas quelqu'un qui donne. Pour moi, il dégage pas grand-chose, tu vois. Mais ce genre de combat peuvent le faire passer dans une autre dimension. Et comme vous l'avez évoqué, depuis qu'il a rejoint la team, enfin là, il était avec la team Khabib pour son dernier combat. Il a montré de belles choses en anglaise, très belles choses en anglaise. Donc, pas dormir sur Belal Mohamed. Bah, vous l'avez évoqué, je suis obligé. Vous allez faire une parenthèse Colby Covington ou pas? Parce que lui, il mérite pas pour moi son title shot. Bah, Dana White privilège, hein, j'en ai parlé, ça. Mais bon, ça, Ouais, t'avais fait une vidéo dessus, mais clairement, pour moi, celui qui gagne ce combat-là, il mérite son title shot. ouais. Belal Mohamed, qui est dans l'ombre depuis longtemps, il mérite quand même d'avoir son title shot. On a un Gilbert Burns qui enchaîne, qui a faim, qui a peur de personne. S'il gagne là, il mérite clairement son title shot. Euh, Voilà quoi. Enfin, je pense que Il y a, Colby, il est même pas dans l'équation, hein. Non, voilà, exactement. Moi, il y a un point sur lequel je voulais vous interroger, qui a vraiment suscité, on va dire, ma curiosité. C'est ce fameux, on va dire, cette controverse qu'a évoqué Gilbert Burns avant de se rétracter et de s'excuser auprès de Masvidal, où il a dit que ce dernier avait usé d'une technique pas très commode, pas très catholique, consistant à mettre énormément de crème sur son corps tout le jour ou toute la veille du combat, pour ensuite, après, lorsqu'il va combattre, il est tout glissant. Et impossible de lutter, Masvidal. Est-ce que vous y croyez à cette théorie? Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez possible? Qu'une personne elle fasse exprès de surhumidifier sa peau, dites-le moi en commentaire, afin que, est-ce que ça se fait beaucoup en grappling, afin que pour les préhensions, c'est presque impossible à lutter, à accrocher. Est-ce que vous avez une idée là-dessus, quelque chose à ajouter? Je sais pas. Moi, j'ai vu ça passer juste après le combat de Gilbert Burns. Franchement, j'ai pas du tout entendu parler de ce Vous genre avez pas vu ça? d'infos. Après, bon, on peut s'attendre à tout hein. Dans le sport de haut niveau, tu sais, les combattants, des fois, ils sont prêts, les teams et tout, ils sont prêts à tout hein, pour être, pour donner le moins de chance à son adversaire le jour du combat. Après, qu'il y ait de la crème ou pas de crème, je pense que juste Masvidal, c'était la fin pour lui, de sa carrière, et Gilbert Burns, il est dans son prime, voilà. Quoi qu'il arrive, je pense pas qu'il aurait pu faire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Bah après, ouais, pour revenir sur ce que tu disais, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est des choses qui peuvent arriver, mais même pas forcément mettre de la crème, tu vois. Quand quelqu'un il transpire beaucoup, bah, c'est compliqué. Mais j'avais entendu parler de cette remarque de Gilbert Burns. Ouais, Et lui, ce qu'il évoquait, c'était le fait que Masvidal, alors comment dire, il met beaucoup, beaucoup de crème pour que ça intègre les pores de sa peau. Et ensuite, quand il va transpirer, ouais, bah, entre guillemets, il va transpirer cette substance et qui va le faire qu'il soit exactement. complètement, enfin, qui va être glissant, quoi, entre guillemets. Alors, je sais pas si c'est vrai ou faux, mais dans tous les cas, moi, ça m'étonnerait pas que ce soit le cas. Et puis, en gros, c'est pas de la triche, c'est juste une filouterie en vrai. C'est ça. Et justement, dernière filouterie, en parlant de filouterie, le mot que j'aime bien, vous avez vu les dernières interviews de Gilbert Burns? Où il fait un lapsus assez révélateur, assez choquant. Non, il dit quoi? Il dit oui, durant ce camp d'entraînement, ces dernières semaines, j'ai intégré beaucoup d'éléments à ma préparation, d'où mon évolution physique et ma performance. Ça fait que je performe beaucoup mieux. Le sparring, le truc, les stéroïdes. Il a bugué, il a dit il allait dire stéroïdes, et après il s'est complètement coupé.
Ah, Je me l'ai pas vu, c'est pas ça. il a fait exprès ou... Non, 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 je te jure, je te jure. Non, ça a fait le buzz. Ça a fait le buzz la semaine dernière. Bah, écoute, Genre, en gros, il allait cheat on himself. Genre, il allait snitch on himself. C'est un truc de fou, ça. C'est-à-dire ça, qu'on on ne sait pas pourra, ouais. si, on sait pas si, pourquoi il avait ce mot-là en tête, mais c'est bizarre d'incorporer beaucoup de choses en stéro et arrête de couper le mot. Je sais pas, ça veut C'est dire quoi. bizarre, c'est bizarre. Stéréo- Mais stéréo- un jour, on fera. Stéréotype. Ouais, stéréotype. Non, mais ouais, non, mais un jour, on fera toute une vidéo, je pense, dédiée au dopage dans les sports de mixed martial arts et tout. Mais À l'UFC surtout, hein, les ouais, kills, ouais. qu'elles passent au travers des mailles du filet, là, c'est bizarre, ça. On fera un sujet dessus. Mais en tout cas, pour revenir au combat, je pense que Bilal Mohamed, voilà, sa seule chance, c'est vraiment de surpasser en lutte Gilbert Burns et de le contrôler au sol et sans s'exposer à des retournements ou de mauvaises soumissions parce qu'on sait que Gilbert Burns, voilà, ça reste une ceinture noire, ça reste un mec très très dangereux au sol quand même. Il a une très bonne garde, faut pas l'oublier. Ouais. Et voilà, donc moi je pense qu'il a plus d'armes. Voilà, pour synthétiser, il a plus d'armes dans ce combat. Il a plus de moyens de gagner. Maintenant, est-ce que Bilal Mohamed, ça va devenir une sorte de maître du corps à corps de la lutte, un peu comme Khabib, Islam? Pas sûr, mais bon, ça se trouve, voilà, il va réussir à le dominer au sol, le bloquer, marquer des points, ground and pound. Voilà, pour moi, c'est sa seule chance aujourd'hui, sauf si, encore une fois, il améliore son striking et voilà, il devient un très gros striker. Je sais pas moi, s'il améliore son anglaise à un point où il peut largement dominer Gilbert Burns debout, là aussi c'est une possibilité, mais moi j'ai du mal à le voir meilleur striker que Gilbert Burns quand même, qui est, on le rappelle, dans la team de Henry Hooft, une légende du kickboxing. Ouais, non, mais ça va. Est-ce que vous avez un gagnant un favori à piquer Alors, pour ce avant de combat? rentrer dans les pronos, rapidement, on a fait comme d'hab Ouais. le sondage de la semaine sur Twitter. Sans trop de surprise, il y a quand même 73% des gens qui voient Gilbert Burns gagner. Et un peu moins, voilà, et 27 pour Bilal, mais voilà, ça c'est sans trop de surprise. Voilà, c'est du 3 quarts, un quart, ça, c'est pas très surprenant. Maintenant, peut-être que aussi c'est dû, comme a dit Pugy, au manque de hype de Bilal, peut-être. Et surtout sur la hype de Gilbert, qui est quand même sur des très belles victoires dernièrement, face à des très grands noms du top 10. Donc, sans trop de surprise, voilà, on a du 3 quarts, un quart. Maintenant, Pugy, c'est quoi ton prono, toi? Bah, pour moi, Belal Mohamed, il va pas savoir lutter contre Gilbert Burns. C'est très compliqué à lutter. Khamzat, s'il n'a pas réussi, c'est compliqué. Et en plus, Khamzat, c'est un gars c'est un très très gros welter. Ouais, mais Euh, Ouais, il a fait une dis-moi. grosse, il a fait une grosse prestation quand même face à Sean Brady. Belal, moi, il m'a choqué, hein. Ouais, Et c'est un profil qui ressemble à celui de Gilbert. On va dire dans, dans, dans les armes de combat. C'est-à-dire profil grappleur, avec une assez bonne anglaise. Il s'est fait complètement démolir. Après, bon, je te laisse continuer. Bah ouais, non, mais c'est clair, hein. Ah bon, après, des combattants qui se ressemblent, il y en a plein, tu vois, mais Ouais. chacun a sa. C'est unique, tu vois, chaque combattant est unique. Et je pense que Gilbert Burns, il a ce truc, il est en pleine confiance en ce moment. Et moi, je donne Gilbert Burns vainqueur. Décision. Ah, Ouais, à la décision. ok. Ok, tu le Ça. vois donc dominer ce combat? Ouais. Ouais. Ouais, pareil, moi je vois Gilbert Burns l'emporter. Je vois un combat quand même assez serré, hein. Je vois un combat assez serré. Euh, Ça va beaucoup se jouer quand même sur les phases de clinch au corps à corps, je pense. Je pense aussi que ça va se jouer sur la takedown defense de Gilbert Burns face aux assauts de Bilal. Je vois beaucoup de phases aussi contre la cage. Bon, moi je donnerais ce combat à Gilbert Burns 2 rounds à 1. Voilà, disons. Par Ça. décision, pareil, 2 rounds à 1. Bilal va peut-être pouvoir réussir 2-3 amener au sol, mais je ne le Ouais. vois pas contrôler au sol Gilbert. Un peu comme Khamzat, qui avait pu emmener un moment au sol Gilbert, mais qui n'a pas pu le contrôler au sol. Voilà. Bah, c'est ça, Intéressant. c'est essentiellement ça que je voulais dire, tu vois, c'est que c'est compliqué à contrôler un Gilbert Burns quand tu sais qu'à chaque faux mouvement, tu t'exposes enfin, t'es en danger. Il a un gros sol, donc pour moi, il va pas savoir le mettre en échec sur ça, et du coup, ça va se jouer ailleurs, et moi, je donne l'avantage à Gilbert Burns. Intéressant. Donc, deux avantages, deux victoires par décision de Gilbert Burns. Moi, je vais aller un peu à contre-courant. Il faut. Et je vois un gros upset de Belal Mohamed. Un très gros upset.
parce que je sais pas, il y a quelque chose chez lui qui a changé. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas si c'est depuis, si c'est uniquement le fait qu'il s'entraîne beaucoup plus avec le clan Rabio ou Rabib ou autre, ou potentiellement d'autres théories dans lesquelles je ne m'aventurerai pas. Mais j'ai vu que physiquement déjà il avait changé, mentalement il avait changé. Il y a peut-être quelque chose à faire pour lui. Je sens qu'il peut surprendre un Gilbert Burns et potentiellement, je ne vais pas m'aventurer dans quelque chose de fou, hein, mais je sens que potentiellement, il peut faire revenir cette fragilité du menton qu'on a vu dans plusieurs combats de Gilbert Burns. Certes, il est sur une bonne lancée. C'est lui qui a largement le momentum, c'est lui qui a largement la dynamique, mais je pense qu'il peut se poser, et qu'il peut se heurter et qu'il va se heurter à une surprise face à Belal Mohamed. Belal Mohamed, surprise que justement le clan Nurmagomedov a l'habitude de tous ces grappleurs qui sont très bons en anglaise, qui sont très bons, qui ont presque impossible à grappler, à lutter. Je pense que Belal peut poser ce problème-là et je pense qu'il va l'emporter potentiellement par finish dans le troisième. Voilà, ce serait une grosse surprise pour moi. Ok. Donc là, c'est un gros, gros pari que je fais. Ne mettez pas Ouais. votre argent dessus, mais moi, je vois ça. Voilà. Bah écoute, voilà, donc on a donné nos pronostics. Vous, les GOAT, n'hésitez pas en commentaire, vous nous donnez vos pronos, vous pouvez ajouter une explication, on lit tout, vous le savez. Maintenant, sur ce, il reste le main event. Exactement. Le main Le event. main event. Et là, dans ce main event, on voit que c'est marrant parce que il y a les cotes en anglais, donc je l'ai dit, moins 105 pour Aljamain Sterling, moins 115 pour Henri Cerudo, donc qui est favori, léger favori. Et c'est super intéressant parce que avant qu'on commence, les gars, l'analyse, j'ai envie de vous lâcher quatre statistiques clés. Quatre statistiques clés sur lesquelles on va potentiellement partir avant de commencer notre analyse. Déjà, la moyenne de takedown tentée toutes les 15 minutes. 1,98 pour Aljamain Sterling, 2,12 pour Henri Cerudo. Donc là, sur cette statistique en moyenne de takedown tentée, Henri Cerudo est devant. Pourcentage de takedown réussi, 24% pour Aljamain Sterling, 33% pour Henri Cerudo. Là encore, en termes de statistiques en pourcentage de takedown réussi, Henri Cerudo est devant. Pourcentage de takedown défendu, 41% pour Aljamain Sterling, 93% pour Henri Cerudo, largement encore devant pour le pourcentage de takedown défendu. Et enfin, moyenne de soumission tentée toutes les 15 minutes, ce n'est que ici que Aljamain Sterling, The Funkmaster, domine Henri Cerudo, c'est 0,9 soumission tentée toutes les 15 minutes pour 0,2 pour Henri Cerudo. Donc là, c'est des stats assez intéressantes. On voit qu'il y a quelqu'un qui est beaucoup plus axé lutte et un beaucoup plus axé grappling. Avant de dire mon analyse, vous, qu'est-ce que vous pensez de ça et quelle est votre analyse potentielle pour ce combat? Bah écoute, moi je pense que ces stats, elles sont assez logiques. Comme tu as dit, on a quand même un champion olympique de lutte face à voilà, un combattant qui quand même vient aussi de la lutte, mais qui n'est pas, qui n'a pas le niveau olympique, mais surtout aussi qui, très tôt dans sa carrière, a axé plutôt son jeu voilà, sur le grappling, sur gagner par soumission, les transitions au sol, etc. Donc voilà, les stats de Sterling sont élevées, mais restent moins élevées qu'un Olympien en lutte, c'est normal, voilà. Après, pour ce qui est des tentatives de soumission, on sait très bien voilà, que c'est quand même quelqu'un qui cherche beaucoup le finish au sol, Sterling, et c'est très logique. Donc pour revenir sur ces stats, moi, elles ne m'étonnent pas, et je pense que elles vont refléter le combat. Ça va être surtout un combat où je pense Cejudo va vouloir dominer offensivement avec sa lutte. Et on va avoir un Sterling qui va plutôt défendre et qui va essayer de, au sol, retourner la situation, avoir des positions avantageuses voilà, en le contrant. Moi, c'est ce que je pense. Bah, pour revenir sur ce que tu disais sur les statistiques un petit peu, il y a des statistiques un petit peu à mettre enfin, faut relativiser un petit peu parce que, par exemple, tu vois, quand tu prends la takedown defense, Ouais, comme vous l'avez évoqué, il y a un côté un lutteur, lutteur de fou, tu vois, et il y a d'un côté un gars qui est plus axé grappling. ouais. Donc, là où l'un va donner sa vie pour ne pas tomber au sol, l'autre va se dire, bah, c'est bon, même si je suis au sol, je m'en sors et je vais pas et je vais pas forcément m'épuiser sur la défense de lutte. Là où un Cerudo peut donner sa vie pour ne pas tomber, un Aljamain Sterling peut se dire, bah, en vrai, même si je suis sur mon dos, c'est pas grave, tu vois, je vais savoir m'en sortir. Donc c'est pour ça aussi que la différence entre les plus de 90% et les aux alentours de 40% de takedown defense, enfin de défense de takedown, et ben ça peut s'expliquer par ça. Et il y a aussi le fait que bah, il s'est fait ruiner sur le combat contre Peterian, il faut le dire. Aljamain Sterling, tu as vu tout ce qui s'est pris comme takedown contre Peterian, c'était sale, hein. Ouais.
Des balayages dans tous les sens. Il s'est fait ruiner. Et c'est là que c'est inquiétant. Pourquoi? Parce que Sterling, il peut être à l'aise sur le dos. Le problème, c'est qu'avec un Henri Cerudo, tu es en danger sur le dos. Pourquoi? À cause de son grand end pound extrêmement efficace. C'est-à-dire que tu peux être un très bon grappleur, à l'aise sur le dos, tu as Triple C qui est sur toi, avec la garde, c'est dangereux. C'est très dangereux. Et c'est là où ça peut peut-être jouer. Tu vois? C'est là où ça peut peut-être jouer. Moi, je me dis, euh, il y aura deux. Le combat, comment va se passer le combat? Et là, c'est grand big up à Andy qui nous a passé justement pendant la nuit cette analyse-là et que franchement, je valide totalement. On a un Aljamain Sterling qui a vraiment l'habitude de beaucoup envoyer avec un gros volume en striking pour masquer ses changements de niveau. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est que durant plusieurs rounds, on l'a vu notamment dans le combat face à Yann, le premier, c'est qu'il va spammer justement les entrées en single leg à l'ouvert. Il va les spammer jusqu'à que ça passe. Et si ça passe pas, ça devient problématique. Est-ce que ça va passer face à un mec champion olympique qui est très bon, qui justement donnerait sa vie pour pas tomber sur, bah, tout simplement, se retrouver au sol, tout simplement. Et une fois qu'en plus il est rentré, après en fonction de la réaction et autres, après, bah, une fois qu'il est justement qu'il a réussi à placer ce single leg et à l'amener au sol, directement il va chercher la prise de dos, le body triangle. Et là, il l'a même dit ouvertement dans les MD et autres, ça va être sa stratégie, c'est exactement ce qu'il va faire. Est-ce que Cerudo, connaissant justement bah, le fait que ce soit un fin stratège, que déjà, tu n'as pas besoin de lui dire les choses pour qu'il sache exactement ce qui va se passer. On l'a vu notamment dans son analyse externe qui était magnifique de Gan Jones. Est-ce que c'est pas un peu dangereux d'être aussi serein de la part de Sterling et de dire comme ça son game plan? Ou peut-être c'est Deception, The Art of War, l'art de la guerre, pour faire totalement autre chose? Je ne sais pas. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que là, si on a Henri Cerudo qui revient au pic de sa forme et surtout qui s'est entraîné avec des gars comme John Jones, je suis inquiet pour Sterling. C'est inquiétant pour Sterling, surtout il dit ce qu'il va faire, et en fait, ce qu'il dit, c'est exactement ce qu'il a fait face à Petr Yan. C'est tenter le takedown à chaque fois. Quand ça passe pas, tu prends le dos. Et je sais pas si ça va marcher avec Henri Cejudo. Et je pense qu'Henri Cejudo, il connaît par cœur cette technique. Il sait exactement comment la défendre. Comme tu dis, c'est un fin stratège. C'est un des gars qui a le QI combat un des plus élevés avec John Jones, je dirais. Ouais. Avec Demetrius Johnson aussi, je dirais. Mm. D'ailleurs, les deux qui sont affrontés dans des guerres vraiment très, très Et techniques. ils sont entraînés ensemble en plus. Dingue. En plus, voilà, là, on parle de trois combattants très, très intelligents. Les trois, enfin, les deux autres, bah, Cejudo, il les a coachés dernièrement. Il s'est préparé un peu avec eux pour leur combat. Donc, ça paraît compliqué pour Sterling. Une chose qui peut être dangereuse, c'est le fait que Sterling soit quand même quelqu'un qui est naturellement plus lourd et qui, dans les échanges dont on a parlé, les échanges, ces échanges-là qui servent à masquer les changements de niveau, les amener au sol, puisse toucher au menton un Cejudo et l'envoyer au tapis. Moi, aujourd'hui, je ne vois pas une autre manière de gagner pour Sterling que d'envoyer un coup qui puisse toucher le menton de Cejudo, malheureusement. Ça paraît. Peut-être voilà, peut-être que je dis, enfin, que je minimise ses qualités, mais en fait, ses qualités, justement, ne vont pas servir à grand-chose dans ce match-up pour moi. C'est un problème de match-up pour lui aujourd'hui. Donc, moi, je vois bien s'il veut gagner un backfist un peu chanceux qui touche, tu vois, parce qu'il a une manière de striker quand même qui est peu orthodoxe, Sterling, faut le dire, notamment pour justement ses changements de niveau et tout. Dillashaw faisait ça aussi, des kicks, un peu des high kicks que tu voyais pas venir parce qu'il changeait beaucoup de niveau. Il avait un style très particulier, Dominique Cruz aussi. Et Sterling, il a un peu ça. Bon, c'est un peu moins peut-être explosif, mais ça reste dangereux. Il a déjà mis des KO comme ça. Et moi, je pense que s'il n'arrive pas à mettre KO Cejudo, ça va être compliqué pour lui au point. T'en penses quoi, toi, PJ? Bah, comme Carl vient de le dire, c'est Aljamain Sterling, c'est quelqu'un qui a un style très peu orthodoxe. On a pu le voir notamment contre Petr Yan, c'est des coups dans tous les sens, etc. Et mine de rien, ça doit perturber. Et ça peut même aider à camoufler des amenés, des amenés au sol, etc. Et Mhm. moi, alors, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais je ne serais pas surpris qu'il arrive à amener Cerudo au sol. Et un petit peu comme le chemin de la victoire qu'il a trouvé contre Petroyan, il peut trouver un chemin de la victoire. Parce que tu vois, le second combat contre Petroyan, c'était pas des amenés clean en mode lutte-lutte, hein. C'était de l'opportunisme souvent.
Donc là, pourquoi pas? Mais si c'est pas ça, c'est chance, comme tu viens de le dire, c'est pourquoi pas. Euh, Sur du striking, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il y a deux lutteurs, ça peut se régler sur du striking. Et il n'y en a aucun qui démérite. Cerudo aussi, c'est striker. Et ça peut aussi jouer sur ça, tu vois. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et la seule chose, moi, qui m'inquiète du côté de Cerudo, si je devais en citer une, c'est peut-être le fait, et je pense pas que c'est le cas, mais c'est peut-être le fait qu'ils prennent un peu Sterling de haut. Qu'ils se disent, t'as aucune arme contre moi. Tu vois, et ça peut être un peu dangereux quand même face à un gars. On a vu un Sterling, notamment dans sa revanche face à Yann. Euh, il peut surprendre. Il est Tu as surprenant. raison. Il Tu capitalise. as raison. Il est très opportuniste. Tu as Une raison, erreur, il est surtout très que opportuniste. je suis totalement d'accord avec toi, surtout que Sterling, à chaque fois, il a été très très bon. À chaque fois où on le voyait l'underdog, où on le voyait perdre, notamment dans cette revanche face à Yann, Ah ouais. où toute la terre était contre lui, voilà, parce qu'il avait gagné Paradis, enfin, parce que Yann avait été disqualifié. Là, il nous a tous fait taire, il a dominé Yann. Et est-ce que dans ce combat, on le voit, on le sous-estime pas trop et justement, c'est pas ce qui va lui donner, tu vois, le mental nécessaire pour nous faire taire, parce qu'il est très très bon en tant qu'underdog. Mais inversement, c'est vrai qu'il peut créer la surprise, mais moi aussi, j'aimerais quand même évoquer un point, c'est que Henri Cejudo, il est très très bon pour mettre des game plans au point avec ses coachs. Et voilà, il est très très intelligent. Et moi, j'ai peur aussi pour Sterling. J'ai peur qu'il se prenne un mauvais contre lors d'une tentative d'amener au sol. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Cejudo, quand il met KO Dominique Cruz, je ne sais pas si vous vous rappelez, il savait que Dominique Cruz avait cette manie de baisser la tête, faire des esquives rotatives en étant très très bas, en ayant la tête très très bas. Et il s'est mangé quoi? Il s'est mangé une sorte de kick, tu sais, kick coup de genou en contre pendant qu'il baissait la tête. Ça l'a envoyé au tapis et j'ai peur que Sterling se fasse connecter avec le même genre de contre dans ce combat, surtout si, parce que Sterling il baisse énormément la tête quand il Oui, il envoie n'aura des pas droit coups. à l'erreur. Il n'aura pas droit à l'erreur, ça c'est Ça sûr. c'est sûr, parce que je vais pas dire que c'est le plus explosif, mais c'est quand même un des combattants parmi les plus explosifs de l'UFC et des plus rapides, hein, Cejudo, vu son poids. Mais il a une très très grosse explosivité sur ses appuis. Le, Ça va le- très très vite. le seul problème, c'est que là, on parle de Henri Cerudo de la dernière fois qu'on a vu. C'est ça. Le Henri Donc, Cerudo de attends, pour maintenant, rappel, très 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 bon point, juste pour rappel, petite parenthèse. Donc, ça fait 3 ans qu'il n'a pas combattu, André Cejudo. La dernière fois qu'il avait combattu, il avait 33 ans. Et voilà, aujourd'hui, 3 ans plus tard, il en a 36. Et ça aussi, c'est un point, voilà, on vient de ouais, l'évoquer là que maintenant, et ça peut jouer. Vous avez raison, ça peut jouer. L'homme en forme, c'est clairement Sterling dans ce combat. parce que regarde Bah, c'est- Sterling. Ouais, vas-y, puis vas-y. Non, c'est ça, hein. Mais puis les gens, ils sous-estiment Sterling, comme vous l'avez dit, parce qu'il a pris. Alors, il y a une première victoire par disqualification controversée. Ensuite, il revient, il prend le dos, il gagne, mais certains lui considèrent ça comme une. Alors, il a été respecté pour cette victoire, hein, mais voilà, ils ont. Bref, personne ne s'y attendait, donc encore un petit bémol. Ensuite, il prend TJ Dillashaw, qui est pas dans son état de forme optimale, en sachant qu'il est blessé à l'épaule. Donc, encore une fois, un petit bémol sur sa victoire. Donc, les gens, ils sous-estiment beaucoup Aljamain Sterling et il faut faire très, très, très attention. Mais, et d'autant plus que bah, Cerudo, il est plus tout jeune. Et après un retour comme ça, on sait qu'il s'entraîne avec John Jones et que John Jones, lui, est adepte des retours. Mais est-ce que ce sera son cas? Ça, c'est encore. Enfin, il faut y répondre, quoi. C'est ça le truc, il est plutôt jeune. Et là, on est face à un Sterling qui est très. Je réitère mon propos, très opportuniste. Il y a eu, comme tu viens de citer, il y a eu plusieurs victoires face à des têtes où il y avait des petits bémols, où on pouvait ajouter ce petit doute, cette petite suspicion qui vient entacher la victoire. Mais face à Cory Sandhagen, on oublie ce qu'il a fait face au monstre Cory Sandhagen. Comment est-ce qu'il a capitalisé? Il l'a complètement endormi avec un rear naked choke au premier round. Cory Sandhagen, aujourd'hui, pour moi, c'est lui il fait partie des contenders numéro 1 de cette Le catégorie. roi sans couronne. Le roi sans couronne. Quand on voit Jermaine Sterling, ce qu'il lui a fait sans bavure, je me dis, il va falloir qu'il soit sur son A-game. Hein. Il va falloir qu'il soit au top de sa forme, Henri Cerudo. Si il est à 80%, ça passe pas pour moi. Il faut qu'il soit à 100%. Il peut pas se dire, moi, je suis un Henri Cerudo à 80-90%, ça suffira face à ce Sterling-là. Sterling, il fait que que monter en confiance. Sandhagen, Dillashaw, Petr Yan, 2 fois. Je sais plus. En plus, après, il y a le ticket Max Holloway. Enfin, vous, justement, vous pensez qu'il va faire quoi? Parce qu'il a dit qu'après, il voulait être double champ. Mais il y a Dashvili aussi qui arrive derrière. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que vous pensez de cette relation un peu qu'il y a entre les deux? Est-ce que vous pensez qu'il devrait monter, laisser sa ceinture? Est-ce que vous Bah, pensez que c'est un peu malsain comme relation? Qu'est-ce que vous pensez de ça? c'est ce qu'il va faire. Dans tous les cas, il va pas rester là. En plus, il a dit qu'il voulait monter. Bah, il va monter.
C'est possible. C'est possible qu'ils montrent surtout que voilà, ils sont amis avec Dashvili, ils sont partenaires d'entraînement aussi. Je pense pas qu'on aura un remake de Gilbert Burns face à Kamaru Usman, Bah, ouais, je sauf si pense un des pas. deux, bien sûr, quitte le training camp pour aller ailleurs. Mais bon, je pense pas. En tout cas, je le souhaite pas. Mais maintenant qu'on parle de Merab, les gars, c'est très très intéressant de souligner que c'est son partenaire d'entraînement, sachant que c'est quand même un très très gros lutteur. Et Et on il se lui fait des souvient ce trucs, qu'il a hein. fait. Et on se souvient ce qu'il a fait face à Petroyan, Merab. Ah, Je pense que Merab, c'est un partenaire d'entraînement clé dans cette confrontation. ah, mais clairement, clairement. Regarde. La morphologie, le style, on a vu qu'il a battu un record de Thaïlande, je sais pas quoi. Je sais pas si c'est pour les caméras pour inquiéter Cerudo, mais j'ai vu des images, des footages d'entraînement entre Sterling et Merab. Sterling, ce qu'il faisait à Merab en grappling, ça me choquait, hein. Ce qu'il lui faisait. Il lui faisait tout, hein, il lui faisait la totale. Je me dis, si là, ils étaient à 100%, ça peut être potentiellement problématique pour un Cerudo. Et donc, En tout là, cas, ouais. ouais, tu as raison. Et j'aimerais quand même finir sur un point intéressant dans cette analyse de combat. C'est que tu sais, on sait que c'est un combat de corps à corps, de grappling, de lutte. Mais attention, pour les deux combattants, je le dis, et pour vous, les gars qui nous regardez, attention à la feinte de changement de niveau suivi d'un très, très, très gros overhand ou d'un très, très gros coup de genou sauté. Ça, c'est des choses qui se font très, très régulièrement dans le MMA lorsqu'on a des mecs qui sont craints pour leur lutte, pour leur amener au sol. On se souvient ce que Khabib a fait face à Connor. Fin de changement de niveau, overhand du droit. Connor, bon, heureusement, il a une très très grosse mâchoire, mais le coup, il avait bien touché. Et ça, c'est des choses qui se font, que je pense que Cejudo peut faire avec son explosivité, mais Sterling aussi, avec ses coupes orthodoxes qu'on a vu là, il l'a déjà fait. Fin de changement de niveau et backfist qui touche, qui met KO Sterling, il l'a déjà fait aussi. Donc attention pour les deux à ce genre aussi de technique. Ouais, ouais. Non, clairement. Là, ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir bah, comment est-ce que ça va se ficeler ce genre de combat-là. Qui En tout va, qui cas, va faire une erreur? Qui va faire une erreur? Et je pense que ouais, le premier qui ferait une erreur, ça sera fatal. Que ce soit bien sûr. du côté de Cerudo ou du côté de Sterling. Bien sûr, et de toute façon, là, on va arriver sur nos pronos à chacun. Mais avant ça, pareil, pour ce qui est du sondage Twitter qu'on a réalisé, c'est quand même très serré. On a 55% pour Cejudo environ et 45% pour Sterling. Donc, on a presque du 50-50, c'est très serré. On voit quand même qu'il y a 5% d'avantage à Cejudo pour les gens qui ils voient Cejudo quand même l'emporter. Bon, en tout cas, il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas grand-chose à analyser, c'est quand même très serré. Beaucoup d'inconnus, voilà, Cejudo, un peu comme John Jones, hein, 3 ans Ouais. sans combattre, il revient, une KT au-dessus. Ça fait penser à John Jones, hein, on peut comparer, on peut faire des analogies. Mhm. En tout cas, ça va être intéressant à voir. Je ne pense pas qu'il va gagner comme John Jones en 3 minutes par un étranglement, parce qu'en face, il a quand même un mec, c'est pas un striker, mais plus voilà, un grappleur. Donc, on va voir, ça va être très intéressant. Maintenant, je commence par toi, Pugy. Est-ce que tu as un prono à nous donner? Ah, là, c'est compliqué. Et puis même au niveau des bookmakers, je crois que c'est 50-50, hein. Presque, Pratiquement, ouais. Au pratiquement, ouais. niveau des bookmakers, c'est 50-50. Bah, il y a beaucoup de données. Il y a le retour de Cerudo. On sait que Cerudo, c'est quelqu'un qui est dur au mal, qui arrive à revenir. On l'a vu contre, Bah, bien sûr. on l'a vu contre Il a beaucoup de chaud. personnes. Ouais, ouais, ouais. Et c'est quelqu'un que tu peux le dominer des rounds et il va revenir. En plus, c'est en 5. Mais la grosse interrogation aussi, c'est est-ce que après. On sait comment il a quitté l'UFC. Il a voulu faire, il a voulu faire des négociations avec l'UFC. En plus, ça me rappelle quelqu'un, bizarrement. Il a voulu négocier avec l'UFC et l'UFC lui a dit, vas-y, bah, c'est bon, tu peux partir. Genre, en fait, il a voulu faire le mec, ouais, moi, je vais partir de l'UFC si je suis pas assez Ouais, bien payé. ouais. Ils lui ont dit, ouais, tu peux partir. Et maintenant, il revient. Mais on sait comment il est parti et c'est quelqu'un. Est-ce qu'il va savoir revenir dans le grand bain comme a pu le faire John Jones? Une interrogation. Donc, pour moi, pour cet inconnu et pour l'état de forme et la cadence d'Aljamain Sterling, je vais mettre un petit avantage à Aljamain Sterling, même si je ne serais pas surpris de voir Cerudo l'emporter. Mais pour moi, Tu vois victoire. Sterling le finir ou tu vois plutôt une victoire par décision? Là, non, là, je serais incapable de donner un pronostic sur ça. Ouais, trop Ouais, compliqué. ouais, c'est compliqué. Et écoute, moi, je vois Cejudo l'emporter. Je vois Cejudo l'emporter dans un combat qui serait, comment dirais-je, ennuyant pour le grand public, où il y a pas vraiment de grosses guerres au niveau striking,
mais un combat très technique où, comme a dit Sigma, chaque détail va compter et chaque erreur va coûter cher. Ça va être un combat de tacticien. Je le vois surtout au niveau du grappling et du corps à corps. Et dans ce type de combat, je vois Cejudo très très fort. On se rappelle qu'il a gagné sa revanche face à Demetrius Johnson, qui est enfin voilà, la légende quand même des flyweight. Donc moi je vois Cejudo l'emporter dans un combat assez serré, mais où voilà, il va peut-être prendre un ou deux rounds de plus. Je le vois trop tacticien pour Sterling, même si les deux quand même restent des bons tacticiens au corps à corps et au sol. Voilà, combat serré, avantage Cejudo, léger, très léger, hein, attention. Et voilà, 3 rounds à 2, quelque chose comme ça pour Cejudo. Et toi, Oh, Sigma? ok, bah moi, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué que je veux prendre en compte, c'est potentiellement la différence physique, hein. C'est-à-dire que là, on a face à un mec, un Sterling, plus le temps il avance, plus il devient balèze et je sais pas qu'est-ce qu'il fait dans cette catégorie. Voilà, donc moi, ça me surprend énormément. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas vraiment de réponse sur l'explication scientifique de son cutting. Et s'il réalise un parfait cutting, je pense que ça va être problématique pour Cerudo. Je pense que ça va être Surtout très, si le très combat avance, tu dirais, exactement. dans les Et late rounds. c'est un 5 rounds. Moi, sa revanche face à Yann, il m'a choqué, hein. J'ai compris que Sterling, c'était quelqu'un de différent. Ce n'était pas une hype, c'est quelqu'un de différent dans son sang-froid, dans sa manière de gérer l'adversité et de renverser la tendance. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. C'est très compliqué, comme a dit Pugy, de donner un pronostic, mais j'y donnerai un léger avantage là, pareil. Et à la décision de Sterling dans un combat, je dirais split decision à Aljamain Sterling, tout Ok, simplement. ok, Tout très simplement. intéressant. Donc, on a victoire de Sterling pour Pugy et Sigma, et moi, je vois Cejudo. Nous trois, on voit quand même un combat assez serré. On voit pas de grosse domination d'un côté ou de l'autre. À vous de nous dire, les gars, ce que vous pensez en commentaire, vous. Dites-nous aussi, voilà, de argumenter, n'hésitez pas. Nous, vous savez qu'on lit tout, c'est très intéressant. Voilà, ça fait vivre le débat et l'analyse. Est-ce que vous avez un dernier mot, les gars, avant de clôturer cette vidéo? Bah non, 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 toujours en lien dans la description pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, les futurs potentiels créateurs de contenu. Il y a un e-book que j'ai taffé pendant des mois qui est complètement gratuit. Vous avez juste qu'à rentrer votre email pour le recevoir. On va pas revendre l'email. Allez. On va pas revendre Ah, l'email, ouais. Pugy. Pugy, on va Ah, pas c'est le revendre. bizarre là, c'est On va- bizarre. Pourquoi tu demandes l'email des gens? Explique-toi. Non, mais voilà, faut être transparent. Ici, on est transparent. On Ouais, va pas non, mais revendre les l'email. gars, là, si vous voulez, comme il a dit, si vous voulez vous lancer sur YouTube, améliorer votre contenu, il vous explique tout. Il y a vraiment tout. En fait, il y a tout, frère. Et je peux dire quoi de plus? Il y a tout. Voilà, donc allez-y. Euh, voilà, du coup, on donne beaucoup d'informations qui vont beaucoup vous aider. Donc, les gars, n'hésitez pas à télécharger, c'est complètement gratuit. Sur ce, les gars, je pense qu'on peut leur dire le mot de la fin. Peace, les gars. Way to go.